Bienvenue à Histoire de Marseille, le podcast qui explore les récits fascinants, les anecdotes étonnantes et l'histoire profonde de Marseille, une ville riche en histoire, grande et petite. Vous connaissez probablement Pierre-Auguste Caron de Beaumarchais pour ses célèbres œuvres théâtrales, comme Le mariage de Figaro, mais peut-être moins comme l'espion et le marchand d'armes qui a joué un rôle crucial dans la guerre d'indépendance américaine. L'épisode d'aujourd'hui s'inspire d'un article du Petit Marseillais daté du 13 janvier 1877, ainsi que de la revue Marseille, numéro 252. Dans cette revue culturelle de la ville de Marseille, les historiens Pierre Échinard et Georges Reynaud nous rappellent que Marseille n'a pas été un simple spectateur des événements mondiaux qui se déroulaient outre-Atlantique. Dans l'Amérique coloniale, une nouvelle nation est en train de se former, celle qui deviendra les États-Unis d'Amérique. Là-bas, les colons anglais sont de plus en plus impopulaires et l'aspiration à l'indépendance grandit. Les leaders de la future nation américaine, bien conscients de la rivalité entre la France et l'Angleterre, enverront des représentants en France comme Benjamin Franklin. Franklin est plus connu pour ses expériences scientifiques que pour son engagement politique. Pour en savoir plus sur cette période, je vous recommande la série Franklin sur Apple TV+, actuellement diffusée. Avec Michael Douglas dans le rôle principal, la série offre une perspective fascinante sur cette époque historique. Mais quel est le lien entre Beaumarchais, la guerre d'indépendance et Marseille? Penchons-nous sur cette question ensemble. En 1775, Beaumarchais n'est pas seulement l'auteur du célèbre Barbier de Séville. Il joue également un rôle important dans le soutien de certains Français à la cause des insurgés américains. Durant le siècle des Lumières, l'idée de donner le pouvoir au peuple porté par ces révoltés d'outre-Atlantique trouve un écho parmi ceux qui seront à l'origine de la Révolution française. Beaumarchais fait donc le siège du roi de France, Louis XVI, à travers ce secrétaire d'État des Affaires étrangères, Charles Gravier de Vergennes. Dans le cas qui nous intéresse, Beaumarchais reçoit le soutien d'un négociant de Marseille, d'origine limoise, Étienne Catalan, qui est l'agent du Congrès américain à Marseille. Grâce à l'intervention de Catalan, Versailles autorise l'exportation de poudre et de munitions de guerre de toutes sortes vers l'Amérique. Le 4 juillet 1776, la déclaration d'indépendance des États-Unis est signée. Benjamin Franklin est l'un des rédacteurs et signataires. Avant cela, le 19 avril 1775, les batailles de Lexington et Concord marquent le début de la guerre d'indépendance des États-Unis qui durera de 1775 à 1783. Depuis fin mai 1776, Beaumarchais dirige la maison Rodrigue Hortalès et compagnie, qui, installée à l'hôtel de Hollande, va couvrir ses achats et ses envois de navires, d'armes et de poudre au Nouveau Monde. Beaumarchais utilise principalement les ports de la côte atlantique française, mais n'oublie pas Marseille. Durant l'été 1777, il fait des démarches auprès de l'intendant de Provence pour obtenir des magasins ou entreposer des marchandises qu'il compte recevoir en retour d'Amérique. Cette partie de l'histoire est bien racontée par Octave Tessier dans les colonnes du Petit Marseillais en janvier 1877. Je vais vous lire quelques passages. Caron de Beaumarchais, le fin, le spirituel, le mordant écrivain, dont le nom retentit avec tant d'éclat pendant près d'un quart de siècle, dans l'Ancien et le Nouveau Monde. Beaumarchais, le célèbre auteur du mariage de Figaro, fonda une maison de commerce à Marseille en 1777. Il y établit de vastes entrepôts dans l'ancien collège des Jésuites, situé rue de Saint-Jaume, non loin du quai des Augustins. Personne n'ignore, depuis la publication du remarquable ouvrage de M. Louis Loménie sur Beaumarchais et son temps, la part active que prit Caron de Beaumarchais à la guerre de l'indépendance des États-Unis. On sait qu'il arma une flottille et que son vaisseau, le Fier Rodrigue, dont le capitaine de M. de Montaut fut tué et contribua glorieusement dans le combat de la Grenade, a forcé à la retraite l'amiral Byron. On sait également qu'il fournit des armes et des munitions de guerre aux Américains et qu'il devait y recevoir en retour des marchandises, dont le gouvernement français avait promis de lui faciliter l'écoulement dans le royaume. Mais aucun écrivain n'a su ou dit que Beaumarchais établit à grands frais un comptoir à Marseille pour entreposer et débiter ces mêmes marchandises qu'il attendit toujours et ne vit jamais arriver. La première lettre de cette intéressante correspondance porte la date du 22 août 1777. Elle est adressée par M. de la Tour, intendant de Provence, aux échevins de Marseille. Je vous renvoie, messieurs, leur dit-il, une lettre de votre collègue M. de Sipierre, en ce moment à Paris. Il n'est guère possible, d'après l'explication qu'il a eue avec M. de Maurepas, de refuser à M. de Beaumarchais les magasins qu'il réclame pour déposer les objets qu'il entend des îles d'Amérique et qui ont sûrement une destination privilégiée. Il faudra seulement convenir avec lui
des loyers et indemnités pour le temps que les emplacements seront occupés. Les échevins avaient compris que Beaumarchais demandait à louer des magasins dépendant de l'ancien collège des Jésuites, et comme ces magasins étaient déjà occupés par un locataire, le sieur Herriès, ils avaient refusé de le traiter avec lui. Avertis par leurs collègues qu'il s'agissait du collège lui-même, ils s'empressèrent d'obtempérer au désir exprimé par le célèbre écrivain. Nous avions pensé, répondirent-ils, le 3 septembre à M. de Sipierre, que de M. de Beaumarchais demandait les magasins de Saint-Jaume pour y mettre les retraits qu'il attend des îles, et nous avons eu l'honneur de vous marquer que ces magasins n'étaient point convenables pour recevoir des marchandises des îles et qu'il n'était pas possible du reste d'en disposer attendu qu'ils étaient loués au sieur Herriès. Vous nous faites connaître aujourd'hui que M. de Beaumarchais ne demande que les appartements de la maison des 4 tours. Cela étant, ces appartements sont libres quant à présent, et quoique nous comptions les faire réparer pour y transférer le collège de l'Oratoire, nous croyons pouvoir suspendre cette affaire pendant 1 an, puisque c'est l'intention de M. le comte de Maurepas, et par conséquent de M. de Beaumarchais, pour en disposer en l'état où il se trouve. Un bail d'1 an fut consenti par les échevins qui en rendirent compte en ces termes au conseil municipal le 1er décembre 1777. Nous avons donné à M. Caron de Beaumarchais la maison ou pensionnat des Jésuites et tous les appartements de haut en bas de cette maison pour 1 an et au prix de 2400 livres. 18 mois après, pendant lesquels le loyer fut exactement payé, la mesure que les échevins avaient fait pressentir à Beaumarchais fut prise par les instances des pères de l'Oratoire. La municipalité dut leur céder l'ancien couvent des Jésuites pour installer leur collège. Le 4 août 1779, les échevins en informaient leurs locataires et Beaumarchais, après avoir tenu un premier délai, en demanda un second par une longue lettre du 20 novembre 1779. Le bail fut prolongé jusqu'au 1er mai de l'année suivante et les échevins en avisèrent Beaumarchais le 3 décembre. En les remerciant le 10 décembre, il leur adressa une des brochures qui venait de publier sous ce titre « Observations sur le mémoire justificatif de la Cour de Londres ». Je n'ai que le temps de vous rendre des actions de grâce, leur disait-il, de la réponse obligeante que vous avez bien voulu faire à ma lettre. Je suis enveloppé de 6000 paquets, de l'un desquels je vous fais l'hommage. Vous y reconnaîtrez un bon Français, un ami du commerce, et l'homme qui s'honore d'être avec une reconnaissance respectueuse, messieurs, votre très humble et très obéissant serviteur, Caron de Beaumarchais. Quant à ses affaires à Marseille, Beaumarchais tient à superviser tout cela. À l'automne 1777, il quitte Paris avec son secrétaire Gudin de la Brenalerie et arrive à Marseille à la fin du mois de septembre 1777. Là, il assiste au départ de l'Heureux, rebaptisé Le Flamand, pour échapper aux espions anglais. À son bord, son neveu M. de Épinière, son secrétaire Thévenot de Francy et le baron von Steuben. Dans ces cales, sous de la vieille artillerie destinée à la fonte, des canons tout neufs et des munitions. Le 1er décembre 1777, le jour où l'Heureux accoste à Portsmouth, au New Hampshire, la ville de Marseille concède à Beaumarchais, moyennant 2400 livres, un bail d'1 an pour les locaux proches du Vieux-Port, de l'ancien pensionnat des Jésuites, fermé depuis l'expulsion de 1761. Beaumarchais rêve d'organiser depuis Marseille un convoi de 12 voiles pour l'Amérique, sous escorte du fier Rodrigue, un 3 ponts armé de 60 canons. Le fier Rodrigue contribuera glorieusement en 1779, lors du combat de la Grenade, à forcer l'amiral Byron à la retraite, mais les vastes entrepôts marseillais attendront en vain les marchandises. Depuis le 13 décembre 1777, un groupe d'admirateurs de Franklin et des Saint-Georges avait créé un club à la fois patriotique et gastronomique, le Club des 13. En rapport aux 13 colonies insurgées, les 13 membres du club devaient se réunir 13 fois par an pour un banquet où il n'était permis que de boire 13 coups et de porter 13 toasts en chantant un hymne de fondation en 13 couplets composés par Vauchier, avocat marseillais créole de naissance. La foule mise au banquet pénétrait après le festin dans une salle tapissée d'une foule de portraits, des pugilistes patriotes, parmi lesquels celui de Benjamin Franklin, souligné d'une devise latine « Eripuit coelo fulmen sceptremienque tyrannis ». Il arrache au ciel la foudre et le sceptre des tyrans, en rapport à sa célèbre expérience, l'invention du paratonnerre. Au printemps 1778, la France reconnaît officiellement l'indépendance des États-Unis et signe avec eux un traité de commerce et d'amitié. Un témoin marseillais écrivait que notre port marchand était dans un mouvement sans précédent et qu'il avait compté plus de 30 bâtiments sous charge pour les États-Unis. Beaumarchais vint à Marseille pour activer les affaires américaines de Rodrigue Hortalès et compagnie. Autres maisons marseillaises, on peut citer Ventre et Pascal, ou Triol, Roux et compagnie, qui se signalèrent par des envois considérables.
Sur place, les navires de commerce marseillais qui déchargeaient munitions et produits manufacturés dans les ports américains craignaient de rapporter en France des sommes importantes dont le retour était incertain, aléatoire. Ils laissèrent en dépôt dans les caisses du trésor des insurgés, apportant une aide matérielle supplémentaire. Inutile de dire que ces sommes seront perdues. L'indépendance des États-Unis fut officiellement reconnue à Versailles le 3 septembre 1783. Le 6 septembre, le journal de Marseille de Ferréol-Beaujard publiait une série de vers à mettre au bas du portrait du docteur Franklin. « Toi qui disposes du tonnerre et qui sus lui donner des lois, Franklin en triomphant des rois, il est beau d'étonner la terre. » Le 25 octobre suivant, un nouvel hôtel des États-Unis, meublé à neuf, s'installait rue Poix-de-la-Farine, près de la poste à chevaux et à 2 pas du Grand Cours. Quant à Étienne Catalan, après 15 ans de bons et loyaux services en faveur des États-Unis, il passa le relais à son fils en 1790, qui devient par lettre patente de Washington du 17 juin, le plus ancien consul nommé par les Américains dans une ville française, en l'occurrence Marseille. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Histoire de Marseille. Nous espérons vous retrouver très bientôt.